Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Khadija, je suis historienne de l'art et passionnée de design et d'architecture et je parle sur cette chaîne de design entre autres sous toutes ses formes. Aujourd'hui j'ai décidé de te faire découvrir ou bien redécouvrir 3 pièces phares de l'histoire du design qui ont un point commun, c'est l'innovation du matériel qui est utilisé dans ces pièces. Alors comme d'habitude, installe-toi bien, prends ton thé et c'est parti. On commence tout d'abord dans le vif du sujet avec la chaise Wassily de Marcel Breuer. Alors, elle a envahi ces derniers temps toutes les pages Pinterest, elle est très recherchée sur les sites de seconde main, notamment sur Le Bon Coin. Elle habille l'espace de ton coffee shop préféré, tu l'as sûrement remarqué sur tes réseaux sociaux en tout cas, mais tu ne connais peut-être pas encore l'histoire et l'homme derrière cette petite révolution. Marcel Breuer est un architecte hongrois né en 1902. Il débute sa formation de designer à l'école allemande du Bauhaus avant d'y devenir professeur. À la tête de l'atelier de charpenterie et de métallurgie de 1925 à 1928, il va dès lors travailler à la création d'une chaise d'un nouveau genre composée d'acier et de cuir. C'est la naissance de la chaise Wassily. Lors de sa carrière, Marcel Breuer aimait expérimenter différents matériaux comme le bois, l'acier, le béton, l'aluminium, dans l'objectif de révolutionner le monde du design et de l'architecture en le démocratisant et en créant des pièces intemporelles et pratiques. Marcel Breuer est d'ailleurs le premier architecte à être exposé au Metropolitan Museum of Art de New York. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, la chaise Wassily. Au cours de l'année 1920, Breuer découvre l'acier tubulaire et décide de créer toute une collection d'objets faits à partir de tubes d'acier, dont la chaise B3, qui sera plus tard commercialisée sous le nom de chaise Wassily lorsqu'elle sera éditée par Knoll. La particularité de ce fauteuil, et ce qui crée justement cet aspect révolutionnaire de la matière, c'est qu'ici, Marcel Breuer va utiliser l'acier tubulaire qui est un matériau généralement utilisé à cette époque pour la création, la fabrication de guidons de vélo. En effet, pour pouvoir créer cette chaise, il va s'inspirer de son vélo qu'il utilise à l'époque, son vélo Adler, et il va partir du même matériel pour pouvoir créer la structure de cette chaise. Cette utilisation de l'acier tubulaire pour la fabrication d'un objet de design, de mobilier, est lourde de sens pour ses pairs puisque, faisant partie du mouvement moderne, il ne cesse de vouloir se réinventer dans un monde qui accélère de plus en plus et de jour en jour. Ses pairs du Bauhaus vont d'ailleurs saluer cette invention, cette création de la part de Marcel Breuer puisque elle va être très importante dans les futures créations, notamment qui seront issues du mouvement Bauhaus. Et elle travaille justement à démocratiser le design pour que cela rentre dans tous les intérieurs des Allemands à l'époque, peu importe la classe sociale, et donc en créant des formes qui sont épurées, qui s'adaptent à de multiples intérieurs et qui sont faciles à commercialiser, faciles à créer, et qui sont également facilement compréhensibles pour le plus grand nombre. Alors le nom premier de la chaise, c'est la chaise B3. Donc Breuer a choisi ce nom puisque son nom de famille commence par un B et c'est la 3e chaise de cette série en acier tubulaire qu'il va créer. Sauf que il va également éditer une de ces chaises pour son ami le peintre constructiviste Wassily Kandinsky. Donc plus tard, lorsque les chaises seront éditées par Knoll, l'éditeur italien Dino Gavina va donc reprendre cette anecdote et renommer la chaise Wassily. D'une grande modernité, ce fauteuil va devoir attendre jusqu'aux années 60 pour connaître enfin un succès commercial et il est bien évidemment aujourd'hui reconnu comme une des icônes du design moderne. Pourquoi cette chaise elle était révolutionnaire à l'époque? C'est très simple. Dans un premier temps par le choix de matériaux, donc comme je vous ai expliqué, l'acier tubulaire et le cuir qui ne sont pas des matériaux généralement associés à la fabrication de chaises mais plutôt de vélos ou de fauteuil, et également dans sa méthode de fabrication qui est plutôt ingénieuse puisqu'elle est peu coûteuse, facilement industrialisable, très facile à transporter puisque très légère. Ce classique du design a notamment inspiré d'autres générations de designers après Marcel Breuer. Pour vous citer 2 exemples contemporains, je peux vous parler dans un premier temps de la designer et artiste expérimentale Patti Liebecker qui va faire un travail de redesign comme une sorte d'upcycling au niveau du cadre de la chaise B3, donc ce cadre en acier tubulaire. Elle va en fait remplacer le cuir, les lamelles de cuir qui sont sur cette chaise par un tissage qu'elle va faire à la main. Donc elle va commencer par travailler des tapisseries, des anciennes tapisseries avec lesquelles elle va créer un tissu, des bandes de tissu qu'elle va ensuite tisser
à la main pour créer justement cette assise nouvelle. Cette utilisation de la technique du tissage est non seulement impressionnante puisque c'est des heures et des heures de travail qu'on ne peut qu'imaginer lorsqu'on voit le résultat final, mais également ça fait un clin d'œil à l'époque du Bauhaus puisque à cette époque-là, le tissu était un matériau qui était généralement réservé aux femmes. Pour vous expliquer, dans l'école du Bauhaus, c'était la première école qui acceptait de former des femmes dans ses carrières de designer et d'architecte, mais elles étaient souvent reléguées à l'atelier de design textile. Et donc là, on a une sorte d'impression d'hommage qui est rendue à ces femmes qui faisaient partie du Bauhaus à la même époque que Marcel Breuer. Cette chaise de l'artiste Patti LeBaker, pour moi, c'est une sorte d'éventuelle collaboration qui aurait pu naître si Marcel Breuer avait travaillé sur sa chaise B3 avec notamment l'artiste Annie Albers, dont on parlera plus tard sur cette chaîne. Dans les exemples que j'aime également, il y a la Curie Mango Chair qui a été présentée par le collectif français All House en 2018. Il s'agit d'une chaise qui a été créée à la suite d'un constat. Donc pour vous expliquer, le collectif All House, c'est des jeunes qui sont issus de banlieue et qui ont constaté qu'en banlieue, il y a très peu d'espace où on peut s'asseoir et donc les habitants sont contraints entre guillemets de pallier à ce manque d'assises dans l'espace urbain en apportant leur propre chaise, et notamment il y a une chaise qui ressort principalement, c'est la chaise de camping de chez Quechua qui est transportable facilement, qui est à moindre coût et qui peut s'adapter à n'importe quel espace. Donc c'est un outil très ergonomique dans son utilisation. Donc ils partent de cette chaise là qui a une utilisation détournée dans cet espace urbain et ils ont souhaité combiner en fait cette assise du peuple entre guillemets avec ce classique du design qui est très connu aujourd'hui, qui est très diffusé et qui a un certain coût, mais qui à l'époque du Bauhaus avait la même finalité que cette chaise Quechua. C'était une chaise qui était censée être facilement accessible pour tout le monde, facilement adaptable à plusieurs espaces et très facile à transporter. Et donc là, ils ont combiné les deux en créant cette chaise. Donc c'est une chaise pliable, une sorte de chaise de camping qui pareil est habillée de cuir, donc un beau cuir couleur mangue que je vous laisse voir juste ici. Pour le deuxième objet design de cette vidéo, on va parler du fauteuil LC2 qui a été réalisé par Charlotte Perriand, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. En 1927, l'écrivain Henry Church confie le réaménagement d'une de ses villas à Ville-d'Avray à l'architecte Le Corbusier, à son cousin Pierre Jeanneret et à la designer Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, sur ce chantier, elle se charge de dessiner les meubles qui vont habiller cet espace et c'est là qu'elle va dessiner deux assises, le fauteuil LC2 et le fauteuil LC3, qui sont également appelés les fauteuils grand confort. Son souhait premier à Charlotte Perriand lorsqu'elle va dessiner ces fauteuils, c'est de se détacher du fauteuil traditionnel et très encombrant de bureau qu'on connaît à cette époque-là, en utilisant notamment des matériaux novateurs et très contemporains de son époque. Donc là, elle va s'inspirer directement de la chaise B3 Wassily designée par Marcel Breuer 2 ans auparavant, en reprenant justement cet acier tubulaire qui est un matériau léger, robuste et qui peut être fabriqué industriellement. Le fauteuil LC2 Grand Confort, il est conçu comme une sorte de panier à coussins. Alors on connaît déjà à l'époque les fauteuils dans les années 1920, c'est des gros fauteuils avec des armatures généralement très lourdes en bois ou en métal auxquels sont cloués des tissus directement et donc qui sont très difficiles à déplacer dans la pièce et très encombrants, très lourds, qui donnent un aspect très lourd à l'espace. Ici, Charlotte Perriand, elle va concevoir le fauteuil d'une manière différente, donc ce panier à coussins, elle va dans un premier temps créer cette ossature en acier tubulaire dans laquelle viennent se nicher des assises en cuir qui peuvent être interchangeables. Aujourd'hui, c'est l'éditeur Dino Cassina qui détient les droits de fabrication de ce fauteuil LC2 et qui continue de le produire et de le commercialiser depuis sa création dans les années 20. Passons maintenant à la troisième pièce design iconique que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la table ajustable E1027 par Aileen Gray. On se trouve ici en 1927 dans les Alpes-Maritimes, plus précisément à Roquebrune, Cap-Martin. Cet endroit, c'est l'endroit où l'architecte et designer irlandaise Aileen Gray a dessiné sa villa avec son compagnon, l'architecte roumain
Jean Badovici. Il naîtra de leur idylle l'une des maisons d'architectes les plus iconiques du XXe siècle. L'idée de cette villa s'inspire des principes minimalistes et fonctionnels établis par l'architecte Le Corbusier dont je vous ai parlé juste avant et qu'Eileen Gray admire beaucoup. Je vous parlerai notamment prochainement de cette relation entre Le Corbusier et Eileen Gray et des inspirations qui sont nées de leurs travaux respectifs. Dans cette villa, chaque détail a été pensé et chaque meuble a été créé par Eileen Gray elle-même, dessiné par elle, afin de rendre une certaine harmonie qu'elle exprime être sans fioriture pour cette villa dans laquelle elle va vivre avec son amant Jean Badovici. À cette époque, Eileen Gray, elle s'intéresse au mouvement des modernistes et dans son travail, dans sa vie personnelle, donc sur cette villa et son travail en tant que designer et architecte, elle va se rapprocher de plus en plus de techniques de fabrication d'objets beaucoup plus fonctionnels, épurés et pratiques. Elle appelle notamment ce style le style camping. Ça vous rappelle pas une chaise dont on a parlé juste avant? Le meuble le plus connu qui a été réalisé lors de ce projet, ça va être la table ajustable E1027 qui porte le même nom que la villa. Le nom de la villa et donc de cette table ajustable est un clin d'œil, un jeu de code qui fait penser au nom des bateaux puisque c'est une villa en bord de mer et donc c'est un hommage E à la première lettre du nom de Eileen, 10 pour la 10e lettre de l'alphabet, J comme Jean son amant, 2 comme la 2e lettre de l'alphabet donc B, Badovici, le nom de son amant, et le 7 enfin, la 7e lettre de l'alphabet, G, Gray. Eileen Jean Badovici Gray. Eileen Gray dans cette villa, elle va inviter sa famille, notamment ses sœurs. Elle a une sœur qui aime bien prendre le petit déjeuner au lit. Et c'est pour cette sœur-là qu'elle va dessiner cette table ajustable avec un plateau en verre et une structure en acier, vous l'avez deviné, tubulaire. Cet acier tubulaire qui est léger, robuste, qui s'adapte à tous les intérieurs, qui est fonctionnel et beau. Et donc cette table, elle permet en fait d'être placée en dessous du lit en faisant déborder le plateau sur le dessus du lit. Comme ça, sa sœur peut prendre le petit déjeuner au lit sans faire de miettes sur les couvertures. Alors il y a plusieurs déclinaisons de cette table ajustable, on la connaît en acier, elle peut être chromée de noir, elle est également connue avec une version qui est en cristal ou en verre gris fumé. Mais il faut savoir que cette table, peu importe la déclinaison, elle a un aspect très aérien qui reprend en fait cette idée de cadre qui a été notamment utilisée dans le fauteuil LC2 de Charlotte Perriand et du Corbusier de Pierre Jeanneret, et également de la chaise B3 Wassini de Marcel Breuer qu'on a évoqué en début de vidéo. Donc cet aspect très aérien, très léger, très ergonomique, il permet en fait à cette table ajustable d'être mise dans plusieurs intérieurs, plusieurs ambiances différentes et de s'adapter en fait à chaque intérieur. Le projet de cette villa étant une déclaration d'amour en elle-même, il a été rapporté que la table E1027 a été le seul objet qu'Eileen Gray a emporté avec elle lorsque son couple a pris fin. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez découvert ou redécouvert ces objets iconiques du design. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si vous avez envie de voir plus de contenu design. En tout cas, moi je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo, et jusque là, prenez soin de vous. Bye!